Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo bilan lecture. Je vais vous présenter toutes mes lectures de cet été, donc des mois de juillet et août 2014. J'ai commencé le mois de juillet avec deux petits romans polars première lecture. Il s'agit de L'Édouard rouge de Marc Villard et Le chat du Tikali signé par Didier Daeninx aux éditions Syros dans leur collection mini Syros Polar. Je ne vais pas m'attarder là-dessus ici, mais sachez que vous pouvez voir mes avis lecture sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment des petits livres pour les enfants qui ont appris à lire et qui ont envie de lire tout seul et qui ont envie de se faire un petit peu peur puisqu'il s'agit de polar. C'est des livres qui n'excèdent pas la trentaine de pages et je trouve ça plutôt assez sympathique et je sais que j'en achèterai pour la médiathèque où je travaille parce que ça c'est sûr c'est des livres qui vont plaire. Ensuite j'ai lu La note sensible de Valentine Gobi que m'avait prêté Nina de la chaîne YouTube Le Libraire, ma binôme de choc. Là par contre ça a été un petit raté malheureusement, je n'ai pas réussi à véritablement entrer dans l'histoire et à comprendre le personnage principal. C'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui monte à Paris parce qu'elle a trouvé du travail dans un conservatoire et voilà, qui va emménager dans un nouvel appartement et qui va avoir, je pense, une certaine fascination pour son voisin. Et voilà, en fait, le roman, c'est comme si c'était une lettre en fait qu'elle adressait à son voisin. J'ai peur en fait de vous en dévoiler davantage, donc je vais m'arrêter là pour le résumer, même si je suis bien d'accord que c'est pas non plus méga clair ce que je suis en train de dire. Toujours est-il que c'est un personnage qui m'a pas du tout parlé parce que elle a, je pense, je vous dis elle, je sais pas du tout quel est son prénom, je crois qu'elle le dit pas dans le roman, mais voilà, le personnage, la narratrice, euh, a des priorités dans la vie, je pense, qui ne sont pas du tout les mêmes que moi, donc j'ai eu du mal à comprendre. Un exemple tout bête, c'est que quand elle emménage, la première chose qu'elle fait, c'est s'acheter des plantes pour mettre des plantes partout, quitte à vivre sans frigo, enfin sans les choses quand même assez essentielles. Et malheureusement, j'ai pas du tout compris. Alors, je pense qu'il y a une dimension très poétique dans tout ça, mais j'ai pas du tout adhéré. Et du coup, moi, je me disais juste, mais d'accord, des plantes, moi aussi, j'ai envie d'avoir des plantes chez moi, mais bon, un frigo, c'est quand même important, un micro-ondes, faut quand même un minimum, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que de ce côté-là, je l'ai pas comprise. Donc, déjà, c'était mal parti. Et ensuite, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé ce côté. Je m'invente une histoire, je m'invente une vie au lieu de la vivre moi-même, en gros. Donc voilà, un petit raté. J'ai pas envie de vous déconseiller cette lecture parce que je pense que ça peut parler quand même à certaines personnes. Ça reste quand même du roman sentimental et c'est encore une fois, c'est pas mon genre habituel. Enfin, j'ai du mal, voilà, tout simplement avec le roman sentimental. Je trouve rarement mon compte. Donc voilà, je ne vous le déconseillerais pas. Si vous avez envie d'essayer, allez-y, mais en tout cas avec moi, ça n'a pas marché. Je remercie tout de même Nina de me l'avoir très gentiment envoyé ce roman et d'ailleurs je continue. Super transition. Avec ma lecture suivante que Nina justement m'a choisie, puisque vous le savez, elle me choisit très régulièrement mes lectures, et donc elle m'a sorti de ma palle Quand souffle le vent du nord de Daniel Glatauer. Là par contre c'était plutôt une très bonne lecture, je dirais pas que c'était un coup de cœur, mais vraiment c'était une très belle découverte. Donc la petite histoire, en fait c'est un roman épistolaire, c'est l'échange de mails entre deux personnes, Léo et Amy. Ça commence assez simplement, c'est-à-dire que Amy va faire une faute dans l'adresse email et donc elle va envoyer le mail par erreur à Léo. Et à partir de là, va s'en suivre un échange de lettres qui va être au début voilà, ça va commencer tout doucement et puis au bout d'un moment, ça va devenir une certaine obsession entre ces deux personnages qui vont s'écrire, je sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine de mails par jour. Et évidemment, vous vous en doutez bien, c'est à nouveau plutôt du roman sentimental, un espèce d'amour naissant voilà, va survenir entre ces deux personnages qui ont pourtant chacun leur vie et qui ne se sont jamais vus. Je vais pas m'étaler non plus sur ce roman parce que je crois que on en a entendu beaucoup parler et je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà lu. Moi, j'ai trouvé que c'était très sympa. Je me suis vraiment attachée aux personnages. Je crois que c'est vraiment le point fort parce qu'ils ont des dialogues assez piquants, assez sympas et ce sont des personnages assez à fort caractère qui se démarquent bien et qui ont quand même leur fêlure. Moi personnellement, j'ai une préférence pour le personnage de Amy
parce que je sais pas, je l'ai comprise dès le début et jusqu'au bout, je l'ai suivi dans son truc. Léo, il m'a un peu plus agacée parce qu'il se pose vraiment beaucoup de questions en permanence, en même temps ce que je peux comprendre, mais c'est vrai que du coup, j'ai, on va dire, un penchant pour le personnage d'Amy, mais de manière générale, je trouve que ce duo fonctionne très bien et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai ensuite lu Le tort du soldat de Henri de Luca aux éditions Gallimard dans leur collection du monde entier. Une lecture plutôt inhabituelle pour moi. J'ai pas l'habitude de m'aventurer dans ce type de collection. C'est quand même des romans en général au langage assez soutenu. Malgré tout, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai qu'il faisait pas très peur parce qu'il était pas très long. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale, donc j'étais dans mon élément. Alors c'est un livre en fait qui se découpe en deux parties. La première, nous suivons un traducteur en yiddish qui va un petit peu revenir sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Il parle notamment du ghetto de Varsovie, c'est-à-dire que le ghetto de Varsovie a été complètement rasé par les nazis et donc il nous explique bien que pendant un mois, les juifs de ce ghetto ont résisté. C'était franchement, moi, ça m'a passionné. J'ai trouvé ça super intéressant. Il parle d'autres choses, bien sûr, mais ça, c'est le sujet qui m'a le plus marqué et dont il a parlé. Donc, c'est vraiment basé beaucoup de faits réels. Je trouve ce livre, c'est limite un roman historique. C'est vraiment très bien documenté, il y a beaucoup d'informations. La deuxième partie, en fait, nous suivons un père et sa fille, et en fait, il se trouve que le père est un ancien soldat, un ancien vaincu, comme il a tendance à se nommer, puisqu'il était soldat allemand. Là encore, c'était vraiment très intéressant dans le sens où la psychologie du vieil homme est assez particulière. C'est-à-dire que pour lui, il est, comme l'indique le titre, donc le tort du soldat. Son tort, c'est d'avoir été vaincu. Voilà, un soldat et de faire partie du côté des vainqueurs. Et quand il fait partie des vaincus, et ben, c'est qu'il a raté son travail. En gros, c'était vraiment, voilà, c'est particulier, mais franchement, moi, j'étais aussi passionnée par sa façon d'appréhender les choses. C'est un autre regard, en fait, et c'était très intéressant. C'est un vieil homme qui est persuadé que les Juifs vont finir par le retrouver, puisque après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un peu une espèce de chasse. Les nazis qui s'étaient cachés et qui avaient évité le procès. En fait, voilà, les Juifs ou d'autres personnes, là par contre pour le coup, je suis pas super au fait de ça, mais en gros, ils étaient très recherchés et puis voilà, on s'arrangeait pour les éliminer plus ou moins quand on les avait retrouvés. Et donc il est persuadé qu'un jour on va le retrouver. Donc c'est quelqu'un qui en plus est qui a très peur, qui est toujours aux aguets. C'était aussi intéressant d'avoir le regard de sa fille qui découvre assez tardivement le passé de son papa et voilà, on voit un petit peu comment ça aussi de vivre avec ça, avec le fait qu'on est la fille d'un ancien criminel de guerre en quelque sorte. Je conseille vivement à tout le monde de lire ce livre si la Seconde Guerre mondiale vous intéresse parce que ça vaut vraiment le coup. Après, c'est sûr, il faut s'accrocher parce que Eril Luca est très calé au sujet de la culture juive et j'avoue que moi j'avais toujours mon ordinateur ou un dictionnaire près de moi parce que ne connaissant pas vraiment la culture juive, bah, du coup il me perdait un petit peu parfois, mais bon pour moi c'était pas un mal parce que du coup j'ai appris énormément de choses et pour moi je ressors grandie de cette lecture donc j'en suis très contente. J'ai ensuite enchaîné avec la septième vague de Daniel Glatauer parce que je l'avais dans ma palle et que je voulais pas laisser passer trop de temps entre le Quand souffle le vent du Nord, le tome 1 et celui-ci qui est sa suite pour voilà, avoir encore tous les souvenirs en place. J'ai à nouveau passé un excellent moment avec Amy et Léo. Je dois avouer que j'ai préféré le premier tome parce que dans ce second tome, il y a quand même quelques longueurs. Léo et Amy jouent un peu au chat et à la souris et j'ai trouvé ça sympa, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avoue, ça devient un petit peu lassant. Mis à part ça, c'est vrai que c'est toujours aussi savoureux, les dialogues sont toujours aussi piquants. J'ai aimé la fin que l'auteur a choisie pour Amy et Léo, même si, je dois quand même le dire, je trouve que le tome 1 se suffit à lui-même et la fin du tome 1, donc la fin de Quand souffle le vent du Nord, m'allait parfaitement et j'avais pas nécessairement besoin d'avoir la septième vague. Bon, il l'a écrit, c'était pas non plus inutile, je dis pas, c'était un bon moment, c'était un bon diptyque. Si vous aimez la romance et ou si vous aimez le genre épistolaire, foncez, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas déçus.
Et en ce moment, je lis Le Roi sur le seuil de David Gemmell aux éditions Bragelonne, un livre que j'ai piqué dans la bibliothèque de mon chéri et que Nina, ma binôme, m'a choisi également. J'ai presque fini, c'est dommage, j'aurais pu finir avant de faire mon bilan, mais bon, c'est comme ça. Il doit me rester une cinquantaine de pages, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Rappelez-vous, j'avais lu Légende du même auteur et j'avais vraiment beaucoup aimé, et donc j'avais envie de continuer. Donc ces livres s'inscrivent dans un même cycle qui s'appelle le cycle de Renaï. Ce tome-ci se passe 3 générations après Légende, mais on retrouve voilà les descendants des personnages de Légende. On retrouve tout cet univers que j'ai trouvé génialissime. Donc ici, pour faire rapidement, en fait, ah bah voilà, ils disent qu'un siècle, voilà, un siècle sépare Légende de Le Roi sur le Seuil. Et donc en fait, c'est un tyran, Seska, qui a pris le contrôle de la Draenei, et donc on participe un peu ici à la rébellion. Du peuple, une rébellion qui est menée par Tenaka Khan. Voilà, Tenaka Khan qui pourtant est un sang mêlé, il est à moitié Draenei mais il est aussi à moitié Nadir et les Nadirs sont les ennemis jurés des Draenei. Mais bon, voilà, en ce moment ils en occupent pas trop des Nadirs puisqu'ils ont déjà fort à faire sur leur territoire à cause du tyran. J'ai pas envie d'en dire plus, j'ai envie de dire simplement si vous aimez la fantasy, allez-y, foncez, même si je pense que les grands férus de fantasy connaissent David Gemmell par cœur. Moi, je suis super heureuse de découvrir cet auteur et je pense que je vais continuer à lire les autres tomes du cycle Draenei parce que vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Vous le savez, la fantasy, c'est mon genre de prédilection. C'est pas une plume extraordinaire, ça c'est clair, mais ce roman apporte tout ce qu'on attend quand on lit un roman de fantasy. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de magie. Ça se lit tout seul. Voilà, la plume n'est pas extraordinaire, mais ça se lit tout seul, ça se mange easy. Donc je vous conseille vivement de lire Le Roi sur le Seuil, même si évidemment je pense qu'il vaut mieux lire Légende avant, même si ça ne se suit pas. Je crois que quand on n'a jamais lu du David Gemmell, il faut commencer par Légende, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'était tout pour mes lectures de cet été. Il n'y en a pas eu non plus tant que ça. C'est vrai que j'essaie de profiter un maximum pour me reposer un petit peu avant d'attaquer la rentrée, même si bon, techniquement, voilà, moi je travaille donc il n'y a plus de rentrée, mais quand même, c'est l'occasion, ces 2 mois pour aller un peu plus doucement, on va dire. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai pas fait un bilan lecture du mois, mais que je vous ai mis les deux mois juillet et août en même temps. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire après Le Roi sur le Seuil. Il faut que je demande à Nina de me choisir une prochaine lecture. J'ai pas encore pensé à le faire. Et puis moi-même, je vais piocher un peu dans ma palle, mais on va voir. Ce sera au feeling. J'espère que vous avez fait de belles lectures pendant votre été. N'hésitez pas à les partager en dessous de cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie avec les livres que je vous ai présentés. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!